J'ai un pote dans la com, c'est un magazine dédié au marketing et à la com en pure player, donc c'est uniquement en ligne. On vient traiter des sujets inhérents aux histoires de marques, aux agences et à toute l'industrie de la communication, à la fois la pub. Hello Valentin, merci de m'accueillir aujourd'hui dans vos studios. Comme je le répète à chacun de mes intervenants, j'ai une réelle volonté de créer un talk avec eux. C'est pour ça je vais te demander ta présentation perso et après on va échanger sur toi et ta boîte. Cool, merci de m'inviter dans ton podcast qui est effectivement fait chez nous. Écoute, on est très heureux de t'avoir avec nous. Tu veux que je débute par quoi ? Allez, présente-toi. Écoute, Valentin, 30 ans, depuis peu. Rédacteur en chef et associé pour J'ai un pote dans la com. Ouais. Et parisien, mais historiquement originaire de Nancy, dans le Grand Est. Ok, trop cool. Donc, présente-moi un petit peu, J'ai un pote dans la com, ça part d'où ? Comment t'en es venu là ? J'ai un pote dans la com aujourd'hui, c'est le premier média dédié au marketing et à la communication sur les réseaux sociaux. Donc, on a plus d'1 million d'abonnés, on a une équipe de 20 personnes. Ici, à Levallois, dans les bureaux. Et on vient traiter des sujets inhérents aux agences, aux campagnes, aux innovations produits, aux histoires de marques. Et pour ça, on fait des contenus vidéo, des podcasts, des articles, des reportages, de la formation, de l'accompagnement. Donc, pas mal de choses. Et sur l'historique, tu veux que je remonte où ? Du début En fait, l'objectif du podcast, c'est vraiment d'inciter des jeunes qui veulent entreprendre et de leur montrer un peu les chemins qui ont été un peu semés d'embûches et montrer un petit peu la réalité du décor aussi derrière. Donc partir du Valentin lycéen, étudiant, jusqu'au chef d'entreprise. Ok, voilà. Écoute, je vais te la faire très simple et tu me diras s'il y a des choses que tu veux qu'on développe ensemble. Mais l'histoire, elle est assez simple et elle est très chouette en même temps. J'étais moi-même donc étudiant à Nancy en 2012. 2012-2013, et Laurent, qui est fondateur de J'ai un pote dans la com, avait à l'époque monté le site, le blog avec les réseaux sociaux à côté, et je trouvais ça très chouette. Et moi, à l'époque, je le connaissais pas, on se connaissait pas. Il était en région parisienne, il avait un job, etc. Et moi, j'étais étudiant en première année de DUT. Sur Nancy ? Sur Nancy, DUT Infocom. Et j'avais l'envie de faire des choses un peu sympas à côté des cours. Toujours pareil, l'objectif de développer un peu des compétences différentes. T'as du temps aussi. Oui, t'as du temps. Et puis tu sais très bien que les cours, ils sont chouettes, mais que t'as envie parfois de faire un peu tout seul. Et moi, la com, c'est quand même quelque chose qui me passionnait depuis le début. Les marques, les histoires de marques, les produits, les campagnes. Moi, c'est toujours quelque chose qui m'a beaucoup plu. Et donc, je lui ai écrit sur Facebook à l'époque, je crois, où je me suis présenté en disant que j'avais une appétence pour les sujets marketing com et j'aurais bien aimé savoir s'il était possible d'écrire sur le site, faire des choses dessus. Et Laurent m'a tout de suite répondu, il m'a dit « Ok, vas-y, let's go, fais des articles », il m'a filé les codes, les accès, et ça s'est très bien passé, ça avait tout de suite bien fité. Donc lui, il bossait à côté, donc c'était cool que son site vive et que je puisse aussi apporter des choses un peu sympas. Et de mon côté, moi, j'étais trop content de pouvoir faire quelque chose à côté des cours. Parce que c'était quoi ? C'était un boulot étudiant ? C'était plus pas un passe-temps, mais c'était quelque chose dans lequel tu étais rémunéré ou pas du tout ? Non, c'était vraiment par pure c'est par pur kiff. Non, c'est passé de quelque chose d'étudiant. Pour Laurent, un side project. Pour moi, mon projet étudiant à côté. À aujourd'hui une boîte de 22 personnes. Donc voilà, donc ça a toujours été au début, en tout cas, quelque chose d'à côté. Mais c'est un à côté qui est très vite devenu un plein temps. Un plein temps, un central, ou en tout cas un pendant. C'était pas un à côté, c'était un pendant. Donc pendant les cours, le soir. Et donc voilà, on a pris du plaisir à écrire, à faire des contenus. Puis de plus en plus, les audiences se sont développées aussi avec nous. Donc on a grandi avec nos lecteurs et on a vu que ça plaisait à 1000 personnes, 5000 personnes, 10 000 personnes. Donc nous, on avait les paliers. Tu sais, à l'époque, sur Facebook, les paliers des 10 000, c'était fou. Palier des 100 000, c'était fou. Donc, ça commence sur Facebook à la base ? Beaucoup. Beaucoup. Beaucoup sur Facebook. Il y avait beaucoup de Facebook, Instagram à l'époque. LinkedIn est arrivé chez nous aussi vite au final parce qu'on y a cru assez vite à LinkedIn.
c'est un peu aujourd'hui the place to be, donc tout le monde y est, beaucoup d'annonceurs, beaucoup de créateurs. Aujourd'hui, on est très fort sur LinkedIn, on a plus de 750 000 abonnés. Ok, trop cool. Donc c'est assez chouette. Par ailleurs, nous, on a tout de suite vu sur cette plateforme un sujet sympa. Parce qu'on est arrivé avec un pas de côté, et c'était très sérieux, c'était très cadré, on rigolait très peu sur LinkedIn à l'époque. Donc quand on est arrivé, j'ai le sentiment que ça a donné un petit côté un peu sympa. Et nous, on savait qu'on se régalait, parce que les gens, on savait très bien qu'ils avaient besoin de ce côté un peu sympa, divertissant, de la bonne info, au bon moment, mais avec le cadre pas boring, tu vois. Ouais. C'est un peu le souci de LinkedIn avec le côté corporate de temps en temps. En tout cas, à l'époque, c'était ça. Ouais. C'était un peu chiant. Donc, projet étudiant, développement à côté de mes cours, première année, deuxième année, troisième année. Donc, très vite, voilà, ça se traduit par des choses très concrètes. Des opportunités de stage, des opportunités de rencontres, l'accès à des gens très chouettes lorsque tu as 20 ans, 22 ans. Ouais. Arriver à des événements de lancement, des soirées, être invité sur Paris. Pour moi qui viens de la campagne à l'époque, c'était toujours... Impressionnant. Ouais. J'étais content de le faire. Et je voyais Laurent régulièrement, on se faisait kiffer. Donc il y a eu toujours ce côté vraiment, on le fait parce que ça nous fait kiffer, parce que c'est cool et parce que c'est plein d'opportunités aujourd'hui business. Mais à l'époque, un peu plus de connexion, tu vois. Et tu avais vraiment le côté plaisir, passion qui t'animait au début, chose que tu as pu après transformer en entreprise, vrai business, etc. Oui, ça y est toujours. Hein. Mais c'était le projet de base. C'était d'abord de se faire kiffer, de mettre un peu en pratique des choses que je voyais en cours ou autre, et puis c'est de connecter avec des gens. Tu sais, quand tu es étudiant et que tu vois les grosses agences, les grosses campagnes, quand tu les vois en vrai, c'est trop chouette. Ouais, ça fait rêver. Donc, projet étudiant qui s'est transformé petit à petit en projet un petit peu plus sérieux, quand on a commencé à avoir une masse critique de lecteurs qui se sont mis en position d'attendre des choses de nous, des infos de plus en plus qualitatives, des éléments beaucoup plus concrets, réguliers aussi. Avant, on n'avait pas d'enjeu, on postait pas pendant 5 jours. C'est pas grave. Là, on avait des gens qui aimaient ce qu'on proposait et ensuite attendaient des actus. Et il y avait beaucoup, toujours à l'époque, enfin aujourd'hui aussi, mais il y avait beaucoup à l'époque de « Ah, mais qu'est-ce que j'ai un pote dans la com, on pense ?» Ah, on nous envoyait des messages sur Insta, des DM, des commentaires. Et il y avait le côté « Il faut que j'ai un pote dans la com, parle de votre actu, sinon... Ouais, c'était le média branché. Voilà. C'était un peu, et c'était trop cool pour nous. C'était hyper, ça nous mettait beaucoup en avant, donc on était trop contents et ça venait, ça faisait pas d'argent. Mais ça venait souligner le boulot qu'on faisait. Donc, on ne gagnait pas d'argent à l'époque. Je te parle de ça, c'était 2013, 2014, 2015. T'avais quel âge à l'époque ? Moi, j'ai eu mon bac en 2012. Donc, j'avais eu 18... Je suis en septembre, donc 18 ans. Donc, 19, 20. Ouais. Voilà. Donc t'étais un jeune entrepreneur. Même pas entrepreneur. C'est un gars qui faisait des trucs cool et qui n'avait pas la notion... qui n'avait pas l'impression de travailler. Ouais. Parce que je suppose que ça te prenait quand même beaucoup de temps sur tes programmes de cours entre les révisions, parce que tu me parlais de DUT. T'as fait quoi comme parcours académique ? Ouais, bien sûr, c'est un truc qui prenait beaucoup de temps. Moi, j'ai fait un DUT Infocom. Ouais. J'ai enchaîné avec une licence 3 d'audiovisuel. Ensuite, j'ai fait un Master 1 en intelligence économique. Et j'ai fini avec un Master 2 en management des médias à Paris-Dauphine. Okay. Donc, oui, ça prenait du temps. Mais c'est un peu l'élément important à retenir, je pense, c'est que le côté, quand tu kiffes et que tu fais quelque chose qui te plaît, bah, tu es prêt à passer du temps, tu vois ce que je veux dire ? Et c'était vraiment ça. Et c'est pas un démo un peu en l'air, c'est réel, c'est-à-dire que ça me faisait tellement kiffer de voir l'évolution du projet, l'implication des gens avec nous, de Laurent qui au départ m'a filé un peu ça... pour que voilà, qu'on passe un peu de temps un peu chouette et qu'on essaie de transformer, mais sans vraie ambition, qui ensuite s'est dit vas-y, je vais prendre un jour off sur ma semaine de taf, puis après 2, puis après on s'est mis à bosser tous les deux full time dessus. Comment tu fais le déclic où tu te dis allez, là je me lance, c'est un projet vraiment viable, j'y crois? Parce que tu vois, de temps en temps, il y a quand même, je vois autour de moi, il y a pas mal de gens qui montent des side projects, etc., et qui se posent beaucoup de questions à savoir quand se lancer, quand vraiment développer le projet et se mettre à fond dedans, quoi. Parce que entre le moment où tu es un étudiant, entre guillemets, dans ta chambre d'étudiant et tu travailles à la fin des cours sur ce projet-là, et là tu te lances à 100%, c'est quoi le moment un peu déclencheur dans l'aventure? Le moment déclencheur, je pense que c'est mon stage de fin d'année de M2 à Canal. Où je me dis ok, j'arrive à la fin de mon M2, j'ai fait une école qui est assez chouette, je pense que
il y a pas mal d'opportunités qui vont arriver, c'est cool. J'ai un pote dans la com, tourne bien. Okay. Donc je fais un peu d'argent. À l'époque, je suis tout seul dessus, on va dire en full time, enfin en tout cas à côté des cours et du stage. Donc je me suis pas mis dessus encore en tant que job officiel. Ouais. Donc il y a toujours le côté sécure des cours et du stage. Je me dis, ok, qu'est-ce que je fais ? Est-ce que je continue chez Canal ou ailleurs et je trouve un job qui, encore une fois, normalement, devrait m'assurer un peu de... Ouais, un peu de sécurité. Voilà, et c'est quelque chose d'envisageable. Est-ce que je continue ça et je trouve un job un peu calme, qui me sécurise, et au moins je peux continuer à développer, j'ai un pote, mais qui sera toujours dans du mi-cuit, dans du, c'est cool, mais imagine, on va plus loin, on se met plus de moyens. Ça a été là. Et moi, j'avais très peu d'enjeux à côté. J'avais pas d'enfants, j'en ai toujours pas, j'avais pas d'appartement acheté, donc il y avait pas de... Il y avait très peu de suspense. Pour Laurent, c'était un peu différent, parce que Laurent, quand il m'a rejoint full-time, quand il a dit « Ok, j'ai un poste dans la com que j'ai lancé et je me mets dessus à 100%, il avait un gosse qui était en route, et donc il y avait Covid qui arrivait, donc c'est pas pareil. Donc en vrai, le déclic, il a juste été de se dire est-ce que je vais regretter de ne pas l'avoir fait ? Est-ce qu'un jour, je vais me dire... purée, ça se trouve, ça aurait pu être un truc de dingue. Ça se trouve, on aurait pu bosser avec des gros annonceurs. Ça se trouve, on aurait pu bosser avec toutes les agences de Paris. Ça se trouve, on aurait pu travailler avec des marques qui nous font partir au ski, qui nous font partir à l'étranger. Bon, la réalité, c'est qu'aujourd'hui, c'est ce qu'on fait. Ouais. Donc, le déclic, il était là. C'est la peur du regret, vraiment. C'est plus ça, en vrai. Je suis pas sûr que ce soit très bien, mais c'est plus le FOMO. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Tu vois, c'est plus purée, mais si on le fait pas... Donc c'est même pas du courage. Surtout à l'époque, t'as rien à perdre en plus. Non, mais je vais pas te faire l'histoire de c'est du courage, faut se lancer. C'est même pas ça, c'est juste de se dire, purée, ça se trouve, si on s'organise. Bon, après, il y a pas eu de hasard non plus. Il y a eu du boulot, il y a une audience qui était engagée, et on s'est pas lancé en se disant, peut-être ça va marcher. On a fait un business model, on s'est dit, qu'est-ce qui nous rapporte de l'argent ? Où est-ce qu'il faut en sortir ? Où est-ce qu'on est rentable ? Enfin, en tout cas, j'y ai pensé au début, comment on fait. Voilà, tu te lances pas au hasard. Non, tu as une audience, comment tu la monétises, comment tu la développes. Donc, fin de Master 2, le vrai déclic où je passe pro, entre guillemets, tu vois. Et parce que là, dès que tu finis tes études, tu te lances à plein temps. Laurent te rejoint combien de temps après ? Laurent prend petit à petit un jour off pour venir m'aider, parce qu'il est très très technique, Laurent, et donc il m'accompagnait beaucoup sur là où moi j'étais pas bon, sur les sujets, sur le site, le développement du site, le codage, donc c'est très complémentaire. Donc il a pris un jour off dans la semaine, puis un deuxième, et après 2019 full time. On recrute quelqu'un, on prend des petits bureaux, on recrute une deuxième personne. Donc moi, je me lance tout seul en 2017. Ouais, parce que ça, c'est pas évident. 2017 jusqu'à 2019, il y a 2 ans, entre guillemets, où toi, t'es pas livré à toi-même, mais c'est toi qui dois faire un peu tourner la boutique. Est-ce que tu as eu des moments, pas de doute, mais un peu des moments un peu bas, avec des anecdotes plus ou moins difficiles Je pense que c'est important de montrer aussi la réalité du background. Si, en vrai, entre le moment où l'arrivée de Laurent a été officielle, entre guillemets, a été évidemment déclencheur, parce que quand tu confrontes des idées à quelqu'un, que tu discutes, qu'il en amène, ça débloque beaucoup de choses. Quand tu es seul, tu sais jamais si c'est la bonne idée, donc tu y vas. Donc il y a eu, sur les 2 ans, là, entre 2017 et 2019, il y a eu des choses trop chouettes. On a rencontré plein de gens de cool. Après, Laurent était quand même là, tu vois. Mais effectivement, il y a des matins où tu te dis, ok, je suis pas structuré, parce que j'ai pas d'équipe, parce que j'ai pas d'outils forcément pour gérer. Donc, je suis passé d'un side project qui fait un peu d'argent, qui est cool, à mon full-time, qui est censé payer mon loyer et ma bouffe tous les jours, l'indépendance... et tout ce qui va avec, d'un point de vue juridique, d'assurance, de mutuelle, tu découvres beaucoup de choses aussi. On te dit entrepreneur, mais il y a aussi le côté très réel des factures, de la compta, de ta proposition de valeur, de combien tu vends tes offres, ce que tu touches derrière vraiment en réalité. Donc, il y a eu des côtés vraiment de ok, attends, est-ce que ça fait sens et tout. Et au final, le moment où on a vu qu'il y avait un vrai intérêt, qu'il y avait de la traction sur notre produit média, sur notre audience et sur ce qu'on proposait de différent sur ce marché où il y avait quand même beaucoup de monde. Quand on s'est rendu compte de ça et que Laurent a amené ce dynamisme-là,
on a craqué le truc. Et donc là, ça a décollé, ou en tout cas, ça a pris un essor. On est passé de 1 à 2 à 5 à 10 et de 10 à 20. Ouais. Donc oui, il y a eu des moments compliqués, ça c'est clair, parce que quand t'es tout seul, tu te dis ça change quoi si ça je le fais pas là, ou à telle date, ou si je décale. Ça change quoi si je déconnecte 1 heure avant. Ça change. Et au final, tu fais que des ça change quoi, et tu te dis au final, quand c'est un peu plus demandeur de temps, d'énergie, c'est ok, mais quand c'est un peu plus demandeur de rigueur et qu'il n'y a rien qui te l'impose. Surtout en sortie d'études où faut avoir quand même du plomb dans les ailes, mine de rien. Oui. Mais moi, j'ai toujours été laborieux, c'est-à-dire que j'ai jamais eu 17 sur 20 en claquant des doigts. Si j'ai eu Dauphine ou les autres sujets de ma formation, c'est uniquement parce que j'essaie de bosser un peu plus, tu vois. Et du coup, j'ai un pote, il illustre bien ça. J'avais pas un réseau, mes parents ils sont à Nancy, donc j'avais personne qui était dans l'univers de la com. Ouais. C'est un milieu encore très parisien ou ça se développe en région Non, ça reste très parisien. Il y a beaucoup d'acteurs au global. La communication représente quand même une industrie assez énorme, avec les enjeux de l'audiovisuel, des médias, des arts, etc. Donc c'est beaucoup de monde. Mais le centre de décision, il est à Paris. Et les jobs aussi, beaucoup. Ouais. Et donc là, tu te lances. Comment tu vas changer la recette pour, entre guillemets, passer du side project à commencer à faire de l'argent, tu vois? Qu'est-ce que tu vas mettre en place? Monétiser des posts et après, on parlera un petit peu plus en détail de j'ai un pote dans la com et ce que c'est réellement. C'est comme je t'ai dit, j'ai travaillé un modèle d'affaires, donc je me suis dit, ok, on a fait une audience, on l'a fait grandir, le next step, c'est de la monétiser. Et c'est beaucoup de veille, c'est beaucoup d'analyse de la concurrence. À l'époque, il y avait quelques influenceurs, mais c'était pas encore la norme. La norme, c'était plutôt les sites et les blogs, tu vois, donc avec des annonces sur ton site, des petites pubs que tu vois. Des blogs, des articles de blogs sponsorisés, des interviews sponsorisées, des posts sponsorisés. Donc pour moi, ça a toujours été très clair sur ce qu'on proposait. Ça a toujours été évident sur le modèle d'affaires. Le modèle d'affaires, c'est avoir une audience, la monétiser. Donc il n'y avait rien de payant pour les abonnés. Les abonnés ne payaient rien. Par contre, ils avaient du contenu gratuit, des articles, des posts. Par contre, nous, ceux qui nous payaient, c'était les annonceurs. Les entreprises, les agences ou les marques. Donc, à partir de là, le modèle, il n'est pas innovant en soi. Ce qui est innovant, c'est la manière de faire les contenus, c'est la manière d'imaginer les formats, c'est la manière d'amener ton annonceur dans ton identité éditoriale. Faire un article sponsorisé, ça a toujours existé, l'article. Avant, ça s'appelait du public rédactionnel. Ça a toujours existé, l'article sponsor. Ce qui vient différencier le maintenant, ou en tout cas le début de J'ai un pote, à ce que d'autres médias pouvaient faire à côté, c'était l'angle, le pas de côté, la manière d'amener un annonceur dans un univers un peu plus affinitaire. Et comment on crée un lien, comment on fait une attribution à la marque un peu plus smooth, et moins, boum, le logo dégueu. Tu vois ce que je veux dire? Parce que les marques, c'est quoi? C'est des institutionnels? Ça va être un peu vraiment... À l'époque ou aujourd'hui? À l'époque. À l'époque, c'était pas mal d'agences. C'était pas mal de grands groupes qui aimaient bien les blogueurs, donc pas mal de marques comme Orange. Je bossais aussi beaucoup pour des entreprises du marché type JC-Deco, etc., qui voulaient aussi, et qui voyaient à travers, j'ai un pote, un nouveau levier de croissance, ou en tout cas de com, tu vois, un peu plus jeune, un peu plus frais. Donc les clients à l'époque étaient assez petits, on avait ces deux gros-là, mais sinon c'était des petites agences, des petites structures, des petites boîtes de conseils qu'on essayait d'accompagner. Donc il y avait très peu d'annonceurs B2C, c'est-à-dire ça restait quand même du B2B. Parce que toi en plus je suppose, étant jeune à l'époque, tu l'es toujours, mais t'as t'as porté une vision avec un œil neuf qui voulait changer un peu les choses, parce que il y a peut-être un avant-après J'ai un pote dans la com, surtout comme tu le parlais sur LinkedIn. C'est quoi ce qui vous a permis de vous différencier comparé aux géants de la com de l'époque? Je pense qu'effectivement, il y a eu... et je ne vais pas manquer d'humilité en disant ça, je pense que c'est vrai, et pour plein de sujets, et parfois pas que en bien, mais il y a avant J'ai un pote et après J'ai un pote. C'est-à-dire qu'il y a une manière de prendre la parole sur des sujets B2B. Je ne dis pas qu'on drive le marché. Ce que je dis, c'est qu'on a réussi à apporter un œil sur notre marché, sur notre industrie, et garder ce regard-là.
On voulait, et c'est toujours ce qu'on veut faire, raconter l'univers de la com pour les professionnels sans être chiant. Voilà, on voulait raconter les nouvelles tendances, les usages, les habitudes de consommation, aider les lecteurs qui sont des décideurs, les aider à prendre leurs décisions, les aider à s'informer, à comprendre leur univers via des études, des podcasts, des interviews. Donc c'est ce qu'on voulait faire. C'était déjà le cas à l'époque. On voulait faire ça sans être chiant. Donc sans avoir le PDF de 15 pages, sans avoir un post avec plein de lignes de texte que personne ne lit. Tu sais, un média ou un magazine qui te dit... Il te dit c'est nous qui faisons les tendances, c'est pas vrai. C'est les gens, c'est l'habitude de consommation des gens qui font les usages. Et une fois qu'il y a un usage, t'essayes de te calquer dessus. Quand les mèmes ils ont explosé en 2010, on a surfé dessus de dingue, c'est toujours le cas, on aime toujours bien, c'est un peu notre marque de fabrique historique sur les réseaux. Les formats audio, nous on a notre premier podcast, il a 5 ans, donc on devait être dans les premiers, tu vois. C'est sûr. Donc on a toujours voulu se dire, ok, qu'est-ce qu'on peut faire pour parler de notre sujet, qui n'est pas très drôle, parce qu'on voit, quand on parle d'univers de la pub, on parle des agences, des belles campagnes, Oasis, Buzzman, Burger King, tout ce que tu veux. Mais fondamentalement, ça reste du business, et donc c'est pas très drôle ce qui s'y passe. Pour le B2C, pour le grand public, c'est sympa, c'est cool de voir des belles campagnes. Pour les gens qui y travaillent, c'est du taf, c'est du boulot, donc il faut raconter ça. Il faut les aider à comprendre, à analyser, à connecter avec les gens, les écoles avec les entreprises avec les agences avec les jeunes talents. Donc, ce qui nous a permis de faire la différence, pour te répondre très concrètement, c'est, je pense, notre volonté d'informer différemment sans être boring. Voilà. Et comprendre l'usage des gens pour leur apporter le bon format avec la bonne information. Comment toi tu fais la différence sur le contenu que tu postes? Tu vas apporter un œil nouveau, mais tu vas proposer des contenus différents, style, on sait très bien que c'est à la mode des shorts. Tu vas faire des podcasts comme tu le fais ou comme je peux voir sur votre site internet. C'est quoi un peu la méthode recette de J'ai un pote dans la com pour faire un petit peu la différence sur le contenu posté et publié? C'est ce que je te disais sur la ligne éditoriale. On considère qu'il faut être utile aux décideurs. Donc, pour ça, il faut leur apporter la bonne info avec le bon fond. Mais il faut aussi la bonne forme, le bon format. Et on pense que ça passe par autre chose que de la page de gauche sur un format papier et autre chose que un article de fond qui fait 500 000 lignes. Ça passe par du podcast incarné, ça passe par de la vidéo reportage, ça passe par des formats incarnés ou des formats voix off, par des articles, par des contenus social media centrique, donc fait pour uniquement les réseaux sociaux. Nous, on a beaucoup de contenus, notamment en news, qui sont pas sur le site, et qui sont que sur les réseaux sociaux. Parce que c'est des contenus qui ont une durée de vie assez courte. C'est l'info du jour ou de la semaine, mais qui se suffit en elle-même, avec notre format social media, où il y a 5-10 lignes de texte, l'info, et ça suffit. Pour l'usage un peu hard news, ça suffit. Donc c'est là-dessus aussi, on veut pas non plus aller sur le site et faire plein d'infos hot news sur le site, mais qu'on garde ça pour les réseaux sociaux. Et sur le site, on va être un peu plus sur un format magazine, donc des interviews, des tendances de fond, des études, des analyses. Donc pour te répondre, on garde notre ligne éditoriale claire, on se perd pas, on dit pas qu'on va être les premiers sur l'actu, c'est pas vrai, pas BFM, on n'est pas les premiers sur l'actu. Par contre, un communicant en agence ou chez l'annonceur qui veut s'informer et comprendre le marché dans lequel il évolue, normalement, il doit nous lire. Et le podcast, aujourd'hui, tu vois vraiment un vrai développement, un vrai essor de ce moyen de communication? Je vois que vous en avez 5, c'est ça? Ouais, on doit en avoir 5. Écoute, c'est un format qui a fait ses preuves, évidemment, qui est, je pense, un très bon levier en fonction de tes objectifs. C'est toujours pareil. Et évidemment que tu ne feras pas de lead gen avec du podcast. Par contre, c'est un très bon moyen de positionner sa marque. Déjà, voilà, pour les annonceurs, un podcast, c'est très cool. Un podcast de marque, c'est très cool. Tu racontes autre chose que ta com produit. Tu fais de la com de marque. Donc, tu racontes ton histoire, tu te positionnes sur des sujets forts. Quand un Samsung vient sur des sujets IA, quand un Audi vient sur des sujets électriques, musique, ambiance, ça permet aux marques de se raconter avec autre chose que leurs produits. Ça, c'est la première chose. Et pour nous, en tant que média, le podcast, c'est un relais de croissance, en tout cas un relais de développement d'audience. C'est pour aller choper une autre audience. Pour nous, le podcast, c'est évidemment important. Ça nous permet de connecter avec beaucoup de gens. On a un podcast qui s'appelle Branding, avec 3 i, qui est un format interview-discussion de 40 minutes avec des directeurs de marque et directrices de la com de marque. Ce qui fait qu'on n'a que des hautes pointures qui viennent
1 heure et demie chez nous, avec qui on parle de l'histoire, de la marque, du logo, l'arrivée en France, tu vois. On a des gens qui viennent, qui sont LVMH, Burger King, Lacoste, ASICS, Liebig, SNCF, Volvo. Donc, il y a un peu de tout. Et ces gens-là, ils viennent nous raconter les coulisses de la marque. Ouais. Donc ça, pour le coup... C'est génial, c'est super intéressant. Oui, et c'est hyper intimiste. Quand tu as la directrice de la com, la DG de KFC, qui te raconte les coulisses, c'est chouette, parce que ça se fait pas ailleurs. On prend le temps, encore une fois. C'est un format long, donc on prend le temps. Les gens, ils se livrent. Et tu vois la marque un peu différemment. Tu vois, tu vois des visages, tu vois comment ça se passe à l'intérieur. Et c'est toi qui l'anime ? Non, ça c'est Laurent qui l'anime. Moi j'en anime d'autres, mais ça c'est le format de Laurent. Parce que vous avez chacun vos petites spécificités, vos petites je pense, je sais pas. En tout cas, je sais que Laurent a une meilleure voix en podcast que moi. Beaucoup plus, c'est du miel. C'est du miel, c'est du miel, ouais. Donc c'est pas forcément sur les compétences des 2 personnes, mais c'est plus sur l'angle. Et ça s'est fait un peu au naturel. Historiquement, j'avais 2 podcasts. On s'est dit que sur le 3e, il faudrait que ça soit quelqu'un d'autre. Laurent était très bien positionné pour. Voilà. Donc, c'est des formats qui se complètent très bien, qui sont très complémentaires. On a celui-là où on reçoit des CMO, donc plutôt des agents, plutôt des marques. On a Insight où on reçoit des créateurs, des agences, où c'est plutôt technique. Branding, c'est inspirationnel. Insight, c'est plus technique. Et on a Charbon qui est là plutôt pour inspirer et avoir des gens un peu connus, un peu stylés dans des marchés un peu sympas. Des entrepreneurs, donc, des sportifs. Vraiment tout marché différent. Charbon, c'est beaucoup plus large. Et ça, c'est toi qui l'anime ? Ouais. Trop cool. C'est notre format un peu historique. C'est pas celui qui ramène le plus de business, mais c'est un format un peu phare chez nous qui date d'il y a 5 ans. Et comment toi tu fais pour monétiser un podcast ? Ça, c'est intéressant. Aujourd'hui, c'est quoi ? C'est via des annonceurs toujours ? C'est des personnes qui te demandent de créer du contenu pour eux en marque blanche ? Comment ça se passe un petit peu les insides de tout ça ? Encore une fois, pour ceux qui nous écoutent, je pense pas qu'on réinvente le format et les opportunités. Simplement, je pense qu'on le fait bien. J'espère mieux que d'autres. En tout cas, je pense qu'on le fait bien. Ce qu'on fait, c'est comme d'autres acteurs du marché. Enfin, tu vois, je vais pas dire qu'on réinvente le format. C'est du brand content. Donc, il y a plusieurs manières de bosser avec J'ai un pod pour du podcast. Il y a la première, on a un format audio qui marche bien, qui est chouette, avec un ton, un édito et une proposition de valeur. Il y a un sponsor qui veut se positionner dessus. Donc, il touche pas l'édito, il apporte pas forcément de modifications en tant que tel. Simplement, il veut capitaliser sur un format déjà existant chez nous, qui a déjà trouvé son public et qui marche bien. Tu vois, Let's Sign It, qui est notre sponsor sur branding, on a lancé la saison 1 tout seul, parce que ce format avait un intérêt à être fait. Il devait vivre, on devait créer un format où on parle aux annonceurs. Donc on a fait la saison 1, la saison 2, ils nous ont dit « Ok, j'aime bien votre format, il faudrait qu'on se positionne avec vous dessus, qu'est-ce qu'on peut faire ?» Bon voilà, ça fait 2 ans qu'ils sont sponsors de ce format. Deuxième manière de bosser avec nous sur le podcast, sur la demande d'un annonceur ou à notre initiative, on vient co-créer un podcast. Adobe était venu nous briefer il y a quelques années, c'était il y a 2 ans, ou il y a 1 an, il faut que je raconte mon produit de la gamme Adobe Express. Tu sais quel est le concurrent de Canva. Voilà. J'utilise. C'est vrai ? Ouais, j'utilise. Et ben voilà, écoute, tu vois très bien ce que c'est. Donc eux, leur brief, c'était il faut qu'on fasse parler de notre outil. Bon bah là, on trouve un concept, on fait des interviews en one-to-one assez courts, de 20 minutes, de gens qui sont dans la cible de ce produit et qui sont censés l'utiliser au quotidien, qu'on ait un usage quotidien de ce type d'outil. Mais c'est pas le même profil. Donc on avait des photographes, des entrepreneurs, des retailers, des e-commerçants, des créateurs, un podcasteur, et on leur a tous demandé, voilà, comment vous bossez, comment cet outil-là peut vous aider. Donc ça, c'est une co-création. C'est un format imaginé sur demande. Donc, première solution, on a déjà un format qui existe, il y a un sponsor qui arrive pour se mettre avec nous dessus. Deuxième solution, on co-crée avec le partenaire un podcast avec un nom original, une musique originale, un univers graphique original, où c'est que pour Adobe. Et troisième solution, c'est du pay... tu payes pour passer dans un épisode. Par exemple, Charbon, on a des épisodes sponsors. Insight, parfois, on a des épisodes sponsors avec les agences. Donc, tu payes un passage dans le format. Le format est déjà existant. Tu ne souhaites pas être partenaire et sponsor de toute la saison, mais simplement, tu veux payer ton passage. Donc voilà, c'est la même mécanique. On prévient
les audiences, contenu sponsorisé avec telle agence, et l'édito change pas. Ouais. C'est le même édito en sponsor ou en édito, simplement on met la mention. Ok, trop cool. Et pour revenir un peu à la casquette entrepreneur, j'ai un peu dans la com, c'est beaucoup développé, comme tu l'as dit. Vous êtes passé de toi à solo entrepreneur à plus de 20 aujourd'hui. Comment toi tu fais face à ce développement sur la partie business, gérer les affaires, aussi la volonté peut-être encore de grossir. Comment tu vois un peu la suite et l'aujourd'hui aussi? C'est une très bonne question. Comment je le vois, comment je fais face? Je fais pas face, j'embrasse les nouvelles responsabilités. Oui. Écoute, ce qui est sûr, c'est qu'on prend toujours beaucoup de plaisir. Ce qui est sûr aussi, c'est que les enjeux sont différents. Ouais. Ce qui est sûr aussi, c'est que mon métier a changé. Ok. Vraiment. Avant, je faisais tout avec Laurent. Donc, dès qu'on avait une idée, on lançait. Dès qu'il y avait un truc à régler, on le faisait. Dès qu'il y avait un sujet, on s'appelait. Ça allait très vite. On est 20. Donc, ce qui a changé, c'est la communication dans les équipes, le management, l'accompagnement des talents. Et comment ça se passe, ça, d'ailleurs? Parce que c'est un sujet que je rencontre souvent avec les chefs d'entreprise que je rencontre, qui peut être parfois génial, des moments dans certains secteurs d'activité qui peuvent être aussi compliqués. Toi, vous avez une équipe jeune, ça se passe bien Ouais, ça se passe très bien. Non, ça se passe très bien. Écoute, c'est pas une question piège. Non. Si ça se passe pas bien, c'est qu'il y a des raisons et que tu trouves des solutions. Tu proposes autre chose. Non, ça se passe très bien. C'est un vrai sujet. C'est ce que je te disais. Mon job a changé. Donc moi, je suis passé de quelqu'un qui écrit, qui produit, qui diffuse, qui monte, qui répond aux clients, qui fait de ça, à manager des équipes et surtout côté commercial. Donc ce qu'il faut, c'est avoir un bon équilibre, avoir une bonne répartition de tes tâches, pas doubler avec Laurent sur des sujets, et en même temps, pas tout laisser à l'un, tout laisser à l'autre, et avoir une bonne répartition avec les équipes. Donc là, on a vraiment deux pôles, entre guillemets. Chez J'ai un pote, on a le côté vraiment gestion de projet, chefferie de projet, et le côté vraiment éditorial, production, création. Ce qui fait que, et de plus en plus, troisième pôle, business développement. Donc, ces deux pôles-là, gestion de projet et éditorial, ils sont ensemble, mais ils sont un peu scindés. Moi, je fais plus un petit peu la main sur le côté éditorial, gestion des concepts, des idées, et mise en relation avec les gens qui pensent nos formats, qui les écrivent. Et Laurent a beaucoup plus le côté opérationnel, chefferie de projet, directeur des opérations, etc., parce que c'est un peu son background et que son sujet là-dessus, c'est plutôt de faire avancer les projets. Donc, une fois qu'on a vendu quelque chose, il faut qu'on trouve l'idée, qu'on la mette en place, et une fois que c'est fait, il faut que ça arrive dans les mains de la gestion de projet pour faire en sorte que tel auteur il soit sur tel sujet, le journaliste doit écrire ça, après le livrable c'est à telle date, ensuite il y a un retour, après il y a du montage, qu'est-ce qui est dealé dans l'opération, il y a un peu de newsletter, on s'en occupe. Il y a vraiment deux pôles, donc le métier a changé, mais c'est inhérent à l'évolution d'une boîte, tu ne peux plus tout faire, tu ne dois pas tout faire, il faut garder la main et l'overview sur beaucoup de choses, mais il faut scinder un peu tes sujets, donc comment on fait? On s'organise, on met en place des outils, des process, on professionnalise notre manière d'interagir entre nous, mais aussi avec les clients. On se met un niveau d'exigence assez élevé sur notre relation avec les clients. C'est-à-dire que les interactions qu'ils ont avec les gens de J'ai un pote dans la com doivent toutes être de qualité et respectueuses et professionnelles. Voilà. De temps en temps, vous avez des personnes qui, parce que c'est J'ai un pote dans la com, ils se disent c'est mes potes, ça se passe différemment ou... Je sais pas, mais cette place qu'on a aujourd'hui de numéro 1 et en même temps de challenger, on a 1 million d'abonnés et on n'a que 12 ans d'existence, versus d'autres médias qui ont 30 ans, 60 ans. On a des très bonnes datas en termes de perf média, mais on fait pas le plus gros chiffre d'affaires du marché. Donc cette ambivalence entre les deux, est-ce qu'on est premier ou est-ce qu'on est challenger, fait que beaucoup de gens veulent bosser avec nous, c'est trop bien. Par contre, les enjeux de développement et de business, ils sont un peu plus importants pour nous. Tu vois, il y a des enjeux, on est en bootstrap, on n'a pas fait de levée, donc on est les cool guys du marché, ça faut qu'on le garde. Et en même temps, nous, on a cette, je vais pas dire cette pression, mais ce devoir de faire grandir la boîte parce que on est en fonds propres. Ce qui fait que tout doit être mesuré, tout doit être rentable, que ce soit financièrement ou d'un point de vue image. Ok, là-dessus, on gagne pas d'argent. Par contre, on va gagner un contact un peu cool, une mise en relation, une visibilité là-dessus. Donc, tout aujourd'hui est mesuré, un peu moins qu'avant, je te dirais. Mais aujourd'hui, tout est mesuré pour faire en sorte que ça soit
bon pour l'entreprise. Et donc, quand je te disais niveau d'exigence, c'est pas forcément que les gens se disent j'ai un poste dans la com, donc on est chill. C'est surtout que si on dit qu'on est bon, que nos formats sont bons, qui performent et que potentiellement on fait un peu mieux qu'ailleurs, ce que je crois, bah, faut que ça se traduise dans les faits. Et au-delà de la vidéo, de l'article ou du contenu et des perfs, bah, il faut aussi que la relation avec le client elle soit bonne. Donc ça veut dire respect des deadlines, ça veut dire prise en charge et priorisation des sujets, ça veut dire accompagnement sur mesure, ça veut dire considération de nos clients. Moi, le service. Vraiment, mais vraiment, les gens nous font confiance. Les gens mettent leur argent chez nous. Donc, l'idée, c'est pas de les remercier et de se mettre à genoux, c'est de dire, ils font l'effort, ils nous font confiance, alors qu'ils pourraient être, comme beaucoup d'autres acteurs du marché, dans la dilettance, tu vois, de dire, moi, mon budget, je le mets dans tel média, je m'en fous, je regarde pas mes perfs, personne va me juger, je suis à la direction, je vais pas me prendre la tête à vouloir faire un peu mieux, un peu plus différent. Donc nous, on remercie aussi ceux qui prennent l'initiative d'arriver sur un média un peu plus trendy, un peu plus exigeant, un peu plus innovant sur la manière de voir les choses. Hein. Tu vois, le fait de faire du podcast, d'en avoir 5 et qui marche, c'est des choses que tu vois pas dans d'autres médias concurrents à nous, un peu plus à l'ancienne, tu vois. Donc, ils font le choix de partir chez nous. Il faut qu'on leur donne toutes les raisons de le faire et de rester chez nous. Bah, trop cool. Et en termes d'objectifs, je te posais la question, tu vois comment, vous voyez comment, parce que vous êtes deux, je pense, à tirer les ficelles de J'ai un pote dans la com. Tu vois où J'ai un pote dans la com, là, ça fait quoi, 12 ans, tu me l'expliquais. Dans 12 ans, dans 10 ans, dans 5 ans, comment tu vois un peu l'objectif? Écoute, j'ai pas forcément de vision à aussi long terme, pour être honnête avec toi. Par contre, ce qu'on veut faire, c'est continuer à développer cette audience, mais c'est aussi continuer à proposer des nouvelles choses un peu chouettes. On a beaucoup d'ambition sur le networking. On est au cœur de beaucoup de choses, de beaucoup de demandes. D'un point de vue business, on est au cœur des relations avec les écoles, les agences, les annonceurs. On est toujours au centre de ça. On a beaucoup de questions, on nous demande beaucoup notre avis, on nous demande beaucoup des sujets de recommandation. Donc ça, c'est quelque chose pour nous qui est de plus en plus important. C'est cette place d'être au cœur un peu du business, du marché, et cette place un peu d'agrégateur, de catalyseur des demandes, des besoins, des tendances. Donc on veut développer ça de plus en plus pour le faire mieux et accompagner les gens dans leur objectif business. Donc on a un vrai sujet sur les mois et l'année qui arrivent sur continuer à garder cette place de centrale pour connecter les gens, et pour en faire un business, pour en faire quelque chose de pérenne, d'utile pour les gens et pour nous, un relais de croissance. On a aussi l'envie de mettre les gens de l'équipe en avant. On veut aussi beaucoup mettre en avant nos collaborateurs pour que lorsqu'il y a une animation à faire, que ce soit quelqu'un de chez nous. On veut aussi beaucoup développer ça, parce que tu sais très bien que dans une boîte, ce qui va la valoriser, c'est ce qu'elle fait comme argent, mais aussi les équipes, les produits, les projets. Parce que si tu as uniquement les deux têtes qui sont les associés et que si tu les enlèves de la boîte, elle ne vaut plus rien, ça ne peut pas le faire. Nous, on a la chance aujourd'hui d'avoir un média qui tient la route, qui est en levée, qui n'a pas fait de levée, qui est en fonds propres et qui se développe, fait de la croissance et qui dépend de pas grand monde. Donc, et de moins en moins de Laurent et moi. Ce qui fait que c'est bien. La boîte peut vivre sans nous, entre guillemets, en termes, tu vois. Donc, il faut aller dans ce sens-là. Il faut faire en sorte que l'image soit celle de nos collaborateurs aussi. Donc, on va le développer beaucoup, ça. Et puis, développer aussi nos formats un peu événementiels, essayer de les réinventer. Donc, on a toujours ce sujet événementiel. C'est-à-dire qui est important. Vous faites quoi comme type d'événement On fait des dîners, on fait des petits déjeuners sur des sujets, des thématiques précises, on fait des mises en relation, on a fait une grosse soirée qui s'appelait l'After de la Com. On l'a fait pendant 8 ans, où il y avait 700 personnes, networking, fêtes. Donc on va développer notre offre événementielle avec un peu plus de précision, moins de monde, plus précis, plus technique, plus niché, la mise en relation, la valeur ajoutée. Je pense qu'aujourd'hui, notre avis compte, et donc il faut qu'on l'utilise correctement. Les gens comptent sur nous sur pas mal de choses, nous interrogent, nous demandent des éléments d'information, des éléments de réponse. Il faut qu'on leur donne
et qu'on intègre ça de manière beaucoup plus précise, beaucoup plus calibrée, et qu'on continue d'avoir cette posture de plaque un peu tournante du marché, tu vois. Le bien diseur, la référence, quoi. Ou en tout cas celui qui vient t'aider. Oui. Je sais pas si la référence, mais en tout cas celui qui vient t'aider, le cool guy. Okay. Bon, j'ai rien à gagner, par contre je peux te mettre en relation avec lui. Enfin, tu vois, le côté, j'ai un pote dans la com, il faut qu'on passe par eux si on a un besoin. Donc ça peut être un besoin de visibilité, de notoriété, de préférence de marque, d'accompagnement sur de la prod édito, pour faire un event, faire un podcast, ou faire une mise en relation et d'arriver à nos événements de networking. Il faut que j'ai un pote dans la com soit dans la tête de tout le monde pour les acteurs du marketing et de la com dès qu'ils ont un besoin. Okay. Après, on répond ou on répond pas. On a les compétences ou on les a pas, mais il faut qu'on garde cette présence à l'esprit forte pour dire on vient solutionner et on vient adresser vos problèmes avec des choses concrètes. Tu veux faire du networking? On a des events pour, des dîners, des petits déj. Tu veux faire de l'image et du branding? On a le média, 1 million d'abonnés, des vidéos, des reportages. Tu veux faire de la génération de leads? On a des formats, newsletter, livre blanc. Donc c'est adresser le marché avec un panel d'offres un peu plus clair, je ne vais pas dire plus nombreuse, mais plus clair et plus étoffé. Ok. Tu me parlais de levée de fonds. C'est un sujet d'actualité ou pas du tout Non, pas à date. Et parce que techniquement, je sais pas, vous avez peut-être des concurrents qui enlèvent. Ça permettrait de faire quoi en fait concrètement? Recruter de nouvelles personnes, accéder à d'autres sujets. Les levées, elles sont justifiées par plein de choses. Après, c'est toujours pareil. Tu perds un peu de... C'est les sujets de gouvernance aussi. Tu perds un peu de liberté et tu as du cash, mais tu perds un peu de liberté. Donc là, à date, pour être très transparent avec toi, c'est pas un sujet. Là, le sujet, il est plus de structurer un peu nos offres, de continuer à développer le média et d'aller sur les sujets qu'on a priorisés. Donc, faire une levée par principe... ça n'a aucun intérêt. Ça va plus nous demander d'efforts. Après, c'est toujours pareil. Nous, on est dans la discussion. Donc, on parle avec tout le monde. On a de problème avec personne. Donc, non, mais à date, c'est pas un sujet, la levée. Comment tu arrives à gagner de nouveaux abonnés avec un média aujourd'hui qui compte plus d'1 million d'abonnés sur les différentes plateformes? On est toujours en croissance sur le nombre d'abonnés. Là, tu vois, on a pris plus 13% d'abonnés entre 2023 et 2024. Donc, c'est assez chouette. Nous, en tant que média B2B, c'est plus dur que la moyenne, tu vois. C'est logique. Nos sujets sont pas people, sont pas... Tu vois, donc c'est toujours un peu plus compliqué. Et en même temps, quand c'est bien fait, tu vois que ça marche. Ce que les gens ils veulent voir, on essaie de leur apporter. Donc, on continue de grandir petit à petit, mais là, on n'est plus dans l'étape de croissance de l'audience. C'est plus cette étape-là. Là, l'étape, on est dans l'étape de l'animation de la communauté. Renforcer nos offres de monétisation, accompagner nos lecteurs, leur donner des réponses sur des nouveaux formats, sur des événements, sur des livres blancs, sur des newsletters. Donc, c'est comment on continue d'animer ça. Nos valeurs clés, c'est informer, décrypter, animer. Animer, il est nouveau depuis cette année. Avant, c'était informer, décrypter, divertir. On a switché avec informer, décrypter, animer. Parce que l'animation, c'est vraiment... le sujet dans lequel on se trouve en ce moment. C'est animer nos communautés via des événements, des mises en relation. Je t'ai parlé de networking, je fais que ça. C'est vraiment ce en quoi on croit. Et c'est animer nos audiences en ligne. On n'est plus dans la phase de croissance, on est dans la phase de OK, on a le socle d'abonnés, le premier sur nos sujets marketing en France. Ça y est. On va pas batailler pour en avoir 50 000 de plus, de moins. On est premier. C'est fait. Maintenant, comment on anime? Comment on continue à faire des choses de qualité? Comment on ne perd pas notre exigence qui, comme je te le disais, est importante pour nous? Donc, on n'a pas de volonté de grandir sur les réseaux, là. Là, c'est plus de l'animation. Ok. Ça, c'est pas évident. C'est le plus dur. C'est de savoir garder... tu t'envoies la canne à pêche et en fait, l'objectif, c'est de garder le poisson le plus longtemps avant de... C'est à la fois chouette et en même temps, il y a le côté positif et négatif. Le côté positif, c'est que on n'est plus à la course à l'abonné, donc on est moins sous pression, on n'est plus dans cette logique de faire plus. Tu vois, on n'est plus en concurrence directe entre guillemets. Comment te dire ça y est, on a 660 000 abonnés sur LinkedIn. C'est bon. Entre guillemets, tu vois, sans manquer d'humilité, mais on a fait le job d'être positionné dans le top 1, tu vois. Donc, ça, c'est fait. Maintenant, le côté négatif potentiel, c'est que
peut-être que l'humain a cette tendance à se relâcher. J'espère que c'est pas notre cas. Ouais. Mais voilà, le côté négatif, c'est de dire bon bah vas-y, poste ça comme ça, on verra. Je pense pas que c'est ce qu'on fait parce que, comme je te dis, on relit bien nos posts et moi je suis le premier à regarder quand ça sort pour avoir le bon titre, le bon angle, parce qu'on peut raconter quelque chose d'intéressant, mais si sur la forme c'est pas intéressant, on peut passer à côté d'un sujet cool si on le fait pas bien sur la forme. Ouais. Tu vois ce que je veux dire? Donc on est toujours exigeant là-dessus. Le côté négatif, c'est que potentiellement on se dit on verra plus tard, où il y a moins d'enjeux, c'est moins le rush, donc c'est plus chill. Mais au global, c'est plus sympa, c'est plus détente. Et ça y est, ceux qui ne croient pas dans notre projet, c'est pas grave. En tout cas, on se bataillera plus, on sort les chiffres, on leur dit voilà, regardez les chiffres, ils sont là. Vous avez fait vos preuves. Est-ce que ça vous intéresse de les regarder? Oui, alors les voici. Si ça vous parle pas, c'est pas. Enfin, tu vois, on n'est plus dans se dire non, tu veux faire un podcast? Ok, notre podcast Insight, il est dans le top 10 des meilleurs podcasts marketing France sur Apple toutes les semaines. Bon, ceux de nos concurrents, ils y sont pas. Donc, c'est aussi simple que ça. Après, c'est est-ce que t'aimes bien J'ai un pote? Est-ce que tu veux faire du plus traditionnel? Ce qui peut largement s'entendre. C'est juste ça, maintenant, aujourd'hui, le sujet. C'est plus la course au like et à l'abonné. Parce que, comme je t'ai dit, cette phase de croissance en social media et en abonnés, c'est plus trop notre thématique. Ok. Voilà. Trop cool. Pour revenir sur un plan un peu plus perso, j'ai vu que tu avais été nommé entrepreneur de l'année par le magazine Forbes en 2023. Oui, 30 under 30, à l'époque. À l'époque. Qu'est-ce que ça fait pour toi, c'était plus une récompense ou c'était vraiment tout un travail d'équipe qui était valorisé depuis toutes ces années? Pour moi, c'est pas... C'est pas une fin en soi. En fait, pour moi, c'est pas grand-chose pour moi. C'est plus pour les autres. Et les autres, c'est ma famille, ou les gens avec qui je travaille. Okay. Pour moi, en tant que tel, c'est cool, tu vois, mais ça me rapporte pas plus d'argent, tu vois. Ça paye pas plus mon loyer. Donc, c'est chouette, mais pour moi, en tant que perso, nice. Mais c'est pas un prix pour la recherche sur le cancer ou autre, tu vois. Donc, mais c'est plus pour le regard des autres, tu vois. Ma mère et mes parents, ma grand-mère, c'est ça qui m'a fait kiffer. En premier lieu, quand j'ai eu le prix, c'est de leur avoir annoncé, de leur avoir ramené le magazine chez eux, ma grand-mère qui le lisait, etc. Ma mère qui était trop contente de le lire. Donc c'est ça qui, moi, m'a fait kiffer, de dire, bon, vous avez essayé d'éduquer un gamin qui, a priori, s'en est pas mal sorti et qui vous doit beaucoup de choses, dont ça. Tu vois, c'est plus ça le sujet. Donc moi, ça m'a plu pour ce côté-là. Et aussi, pour les équipes, évidemment que c'est mon nom qui a sur le prix, mais... c'est pas quand j'étais tout seul que j'ai eu ce prix. C'est quand il y a eu toutes les équipes et qu'on a bossé comme des dingues et qu'avec Laurent, on a monté le projet à bout de bras et que les équipes nous ont rejoints et qu'elles ont cru dans ce projet qui n'est pas leur. C'est toujours pareil, quand tu vas dans une boîte qui va vite, qui grandit vite, mais c'est pas ta boîte, c'est dur d'intégrer les équipes. Là, ils y sont à fond, donc qu'est-ce que ça change, qu'est-ce que ça amène? Un peu de fierté, c'est clair. La fierté de rendre les parents fiers. Ouais, ça c'est sûr aussi, c'est sympa. Et puis ça célèbre aussi les équipes, tu vois, en vrai, c'est un prix pour les équipes. Parce que tout ce qu'on se fait, là, les studios dans lesquels t'es, nos podcasts, nos formats, c'est eux qui produisent. C'est grâce à eux que tout sort correctement. Donc, bon, l'avantage, c'est qu'on l'a eu au bon moment. Parce que là, cette année, j'aurais pas pu l'avoir. J'ai dépassé la barre des 30, donc c'est bien que ça soit fait avant cette année. Donc on a bien fait de mettre un petit coup d'accélérateur avant. Donc non, c'est très chouette. Il faut savourer ça aussi. Je vais pas te dire... je vais pas faire le mec, on s'en fout. Non, mais... Voilà, il faut savourer ces moments-là pour tout ce que ça apporte. Ça fait du bien à l'ego, tout aussi, en plus, c'est toujours cool. Mais bien sûr, mais après, il faut de ça aussi. Il faut célébrer les moments, il faut savoir l'accepter et pas dire vas-y, next, on verra. Non, faut pas se palucher dessus pendant 1000 ans, mais il faut se dire ok, c'est cool, on l'a eu, c'est chouette. Go back to business. Et après, c'est bien. Il faut ces étapes-là, il faut ces moments. Et quand tu arrives à les créer, il faut les savourer. Parce que si tu fais que avancer et tu célèbres rien, tu te dis mais attends, on fait tout ça pour avoir des célébrations, des clients contents, de la retombée, du chiffre d'affaires qui grandit, mais on arrive à nos objectifs et on célèbre pas. Donc ça, c'est le nice to have, mais qui est cool, bien sûr. Trop cool. Et j'ai une question que j'aime bien poser à mes intervenants, c'est quoi le conseil que tu donnerais à un jeune, aujourd'hui au Valentin de 22 ans, qui finit son stage de Master 2 ? Quel conseil tu aurais pu lui donner à l'époque avec un peu plus de recul?
Écoute, c'est pas évident. Non, mais c'est très drôle. C'est très drôle comme question. Écoute, c'est de. Moi, j'ai fini mon stage chez Canal avec une note pas très positive. J'avais quelqu'un qui gérait mon stage qui m'a dit que j'étais pas recommandable. C'est-à-dire que j'étais pas assez sérieux. Tu vois ce que je veux dire ? J'étais pas assez assidu. Parce que je bossais sur J'ai un pote, tu vois. Parce que d'un côté, j'avais des missions bateau chez Canal qui étaient nulles, tu vois. J'ai un pote qui était. Donc oui, je bossais un peu en scred sur J'ai un pote. Donc il y avait le côté, on peut pas. T'es pas assez carré. Tu vois. Donc ça aurait pu me foutre en mode putain. Tu sais, quand t'es jeune et que t'es un étudiant et que on te sort un retour comme ça, tu te dis putain. Je le prends en perso et tout. Mais je savais très bien d'où ça venait. J'étais pas assidu parce que j'en avais rien à foutre, tu vois. J'étais pas assidu parce que faire des posts sur la page du truc, je m'en foutais, tu vois. C'est parce qu'il t'animait. Non, j'ai vu Canal, j'ai vu toutes les restats du Golden, du studio Bagel. C'était trop cool, il y avait du rugby, donc j'ai kiffé. Et merci encore d'avoir été pris chez Canal, c'est très chouette. Mais fondamentalement, j'ai pas appris grand chose, je m'en foutais un peu des missions en tant que telles. Donc, j'aurais pu le prendre un peu en perso, mais je me suis dit non, s'il me dit ça, c'est qu'il a raison. Je suis pas assidu parce que je bosse sur J'ai un pote, donc il a raison. Donc le côté conseil, c'est de pas trop douter, tu vois, de pas trop paniquer, de pas trop remettre les trucs en question et de lancer, de dérouler, de tester, de dire faut pas tout prendre en perso, sinon t'arrives pas. Et aussi peut-être de voyager un peu plus. Là, ça fait quelques temps que je fais des petits voyages en week-end là où je kiffe. Et j'ai pas fait d'Erasmus. J'ai pas fait ça. J'ai tout de suite été full J'ai un pote. Donc c'est très chouette parce que tu vois que c'est le projet d'une vie entre guillemets. Donc ça a porté ses fruits. Mais j'ai, contrairement à Laurent, pas fait de grands voyages. J'ai pas, et à d'autres gens, de mes potes à moi, j'ai pas voyagé beaucoup. Donc il y a un côté, c'est aucunement un regret. Et parce que dans ton métier, ça t'aide ? Ou c'est de pas avoir voyagé ? De pas avoir de voyager plutôt. Non, ça m'aide pas spécialement. Quand je te dis voyage, c'est pour le kiff. Donc non, le conseil c'est que je me donnerais, c'est écoute pas trop les remarques parce que elles sont justifiées. Quand on dit que tu fais de la merde, c'est oui, j'ai fait de la merde, j'étais pas assidu, mais du coup comprends-les, ne te mets pas la rate au courbouillon, ne te stresse pas pour rien, fais ton truc, lance-le, avance. Et tu verras après, mais avance et peut-être voyage un peu plus. Parce que là, tu vois, c'est pas un regret, pas du tout. C'est juste que c'est kiffant en fait. Voilà. C'est kiffant de voir autre chose. Donc voilà. T'as toujours voulu être entrepreneur ? Non, mais non. Je vais pas te mentir, c'est pas vrai. J'ai pas toujours. Il y a des choses très concrètes. J'ai toujours eu du mal avec l'autorité. J'ai toujours eu du mal avec écouter des gens pas très bons. J'ai toujours eu du mal avec faire des choses par principe et pas les comprendre. Donc au final, c'est un peu la définition d'entrepreneur, tu vois. Parce que quand t'es entrepreneur, tu fais les trucs, tu testes et tu dois comprendre pour les faire. Quand t'es entrepreneur, tu vas pas écouter un mec qui va te raconter un truc alors qu'il n'a jamais monté de boîte, tu vois. Donc non, je savais même pas ce que ça voulait dire. Enfin, tu vois, j'ai pas toujours voulu être entrepreneur. Par contre, quand j'ai trouvé quelque chose qui me faisait kiffer, j'avais envie de le faire à fond. Et de bosser pour. Donc, non, ça serait mentir que de te dire j'ai toujours voulu monter une boîte. C'est pas vrai. Ok, génial. J'ai un petit concept, c'est pitcher ta boîte en 1 minute, idéalement. À qui ? Aux personnes qui nous écoutent. Qui connaissent un peu, mais qui connaissent pas forcément. Pour pouvoir parler un peu rapidement. Et présenter rapidement ce que vous faites. Donc, faut que je regarde la caméra. Regarde la caméra. Tu me regardes, tu regardes la caméra. Non, mais je vais faire très simple. En 1 minute, il faut mettre un chronomètre. T'en mets un si tu veux, mais... Non, écoute, je présente J'ai un pote dans la com, donc. Écoute, J'ai un pote dans la com, c'est un magazine dédié au marketing et à la com en pure player. Donc, c'est uniquement en ligne. On vient traiter des sujets inhérents aux histoires de marques, aux agences et à toute l'industrie de la communication. À la fois la publicité, le côté création, mais aussi le côté data, corporate, influence, gaming, pour les décideurs marketing com. On accompagne les décideurs dans leur prise de décision à travers des contenus à forte valeur ajoutée, audio, vidéo, reportages, articles, sur différentes thématiques. Formidable. Ça va ? Ouais, c'est nickel. Bon.
Merci Valentin. Merci à toi. Est-ce que tu as un petit mot de fin qui te ferait plaisir à dire, si tu as une petite phrase qui t'inspire, une petite recommandation pour les jeunes? Est-ce que vous recrutez peut-être des stagiaires? Oui. Ça fait beaucoup de questions. On recrute toujours dans l'année en fonction des... Donc là, on recrute effectivement des stagiaires. On est la seule boîte... La seule petite boîte qui n'a pas de stagiaires, tu vois. Alors que tu as les grosses agences, ils ont une armée de stagiaires. Ouais. Et c'est critiquable, tu vois. Mais nous, on n'a pas de stagiaires. Donc, il faudrait qu'on en trouve pour venir travailler un peu dans cet univers-là, parce que je pense qu'on a pas mal de choses à faire avec eux. À partager aussi, peut-être. À partager aussi. C'est mon point. C'est-à-dire, le but, c'est qu'ils viennent et qu'on les forme et qu'ils potentiellement restent. Moi, c'est mon propos. Si on les forme et qu'ils se barrent, c'est dommage. Le but, moi, c'est d'arriver avec des gens qui potentiellement ont de quoi rester chez nous. Donc, et puis non, j'ai pas de mots, juste que voilà, ce que tu fais, c'est très cool. Faut que tu continues. C'est chouette. C'est gentil. En plus, t'es en finance, tu m'as dit. Ouais, donc ça n'a même pas beaucoup à voir. Ouais. Donc non, écoute, ce truc-là, je sais pas combien de temps ça va durer, si tu vas le porter, et si tu vas trouver des sponsors ou quoi, mais il y aura toujours, ça va toujours être utile. Donc c'est très cool d'avoir cette démarche et ça te différencie des autres et tu sais très bien que c'est ce qu'il va falloir avoir au bout d'un moment. C'est sûr, c'est cette fougue qui m'anime quand t'es jeune et même pas forcément, mais c'est vrai que c'est toujours agréable de pouvoir rencontrer, avoir des retours d'expérience comme le tien. Non, mais il faut garder. Là, pour ceux qui nous écoutent et qui ne nous voient pas, derrière la caméra, il y a une énorme valise avec tout le matériel. Donc, il est venu au bureau. Donc, écoutez son podcast, allez mettre du like parce qu'il se casse un peu la tête pour vous produire du contenu un peu chouette. Donc, il faut célébrer ça. Un like, ça ne demande pas grand-chose. Par contre, ça fait plaisir. Donc, mettez des gros likes. Top. Voilà. Merci beaucoup Valentin. Est-ce que tu as des réseaux à nous partager? Je suppose que j'ai un peu dans la com, Insta, LinkedIn. Oui, les réseaux YouTube, classiques. Tu peux t'abonner à tous nos réseaux. On va beaucoup développer TikTok normalement cette année, où on n'est pas encore super bien implanté, mais LinkedIn, Instagram, newsletter de plus en plus. Très important parce que newsletter, elle est assez chouette et qu'on va en lancer une nouvelle. Donc, pour avoir l'actu un peu chaude, c'est Instagram, LinkedIn et la newsletter. Pour tout ce qui va être document un peu plus de fond, travail un peu plus froid, interview, magazine, c'est sur le site. Trop cool. Et merci Valentin. Merci à toi. Et n'hésitez pas à regarder le podcast et dire ce que vous en pensez. En tout cas, un grand merci. Merci beaucoup. Et mettez 5 étoiles. Mettez 5 étoiles. Merci d'avoir écouté cet épisode. J'espère que vous avez trouvé l'échange inspirant. Si vous avez aimé ce que vous avez entendu, n'oubliez pas de vous abonner pour ne pas manquer un de nos prochains épisodes. Rejoignez-nous sur nos réseaux sociaux pour continuer la conversation, poser vos questions et découvrir du contenu exclusif. Votre soutien est essentiel pour nous aider à grandir et à partager encore plus d'histoires fascinantes. Merci encore et à très bientôt pour un nouveau podcast.